En décembre 2019, j'ai réalisé une vidéo sur des documentaires controversés qui ont été interdits. Le titre est assez explicite, et cela m'a entraîné dans un terrier de médias troublants qui ont fait face à une censure assez intense. Cependant, il y avait un documentaire dans la vidéo que je n'ai pas vraiment mis en valeur. Un film qui a fait sensation et m'a laissé des questions brûlantes. Aujourd'hui, je vais répondre à ces questions et analyser en profondeur le documentaire Titicut Follies. Documentaire de 1967 réalisé par Frederick Wiseman sur l'hôpital d'État de Bridgewater, établissement pour criminels souffrant de troubles mentaux. Le film propose un regard très intime et personnel sur les abus mentaux, physiques et émotionnels subis dans cet hôpital. C'est sans doute l'un des documentaires les plus censurés et les plus complets jamais réalisés, l'État étant même intervenu pour empêcher sa sortie. Heureusement, le film complet est disponible et j'ai réussi à en trouver une copie. Aujourd'hui, nous allons expliquer pourquoi ce film a été réalisé, son contenu et la forte censure qui a failli empêcher sa sortie. Frederick Wiseman, né le 1er janvier 1930, n'a pas consacré les 30 premières années de sa vie à la réalisation de films. Il a obtenu une licence en art en 1951, mais s'est ensuite orienté vers le droit à Yale en 1954 puis a servi dans l'armée durant la guerre de Corée. Il ne semblait pas que sa voie le destinait à une vie consacrée au cinéma, mais tout cela a changé lorsqu'il a décidé de produire le long-métrage intitulé The Cool World en 1963. Le film a été tourné dans un style semi-documentaire et, bien que Frederick Wiseman n'ait été que le producteur et n'ait pas eu beaucoup d'influence créative sur ce projet, il a été clairement inspiré par le processus car moins de 2 ans après la sortie de ce film, il a commencé à travailler sur son propre documentaire et il s'agissait bien sûr de Titicut Follies. C'est incroyable que ce soit le premier documentaire long-métrage que Frederick Wiseman ait réalisé, compte tenu de l'impact culturel qu'il a eu, mais il est important de jeter rapidement un œil aux autres projets qu'il a créés et qu'il a créés par la suite pour comprendre le type de documentaire qu'il a réalisé et comment cela se rattache au projet dont nous allons parler. Nous n'avons pas besoin d'approfondir pour y parvenir. En fait, il suffit simplement de jeter un œil à certains des titres de ses œuvres. Cela inclut des titres comme Lycée, Loi et Ordre, Hôpital, Aide sociale, Aveugle, Sourd ou Ballet. Ce sont des titres très directs qui nous montrent un style de réalisation très direct, et après avoir vu quelques-uns de ces films, je peux vous dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de surprises. Ils font exactement ce qu'ils annoncent, et c'est essentiellement le style de Wiseman. Il s'intéresse à diverses institutions telles que la santé, l'éducation ou la santé mentale, qu'il visite pendant 4 à 6 semaines pour les filmer longuement. Il s'écarte rarement de ce style et ce qu'il ne fait jamais, c'est intervenir. Cela signifie pas de narration, pas d'animation graphique et pas de carton-titre. Cela crée un style unique et très direct que Wiseman a maîtrisé et nous voyons tout cela dans le film dont nous allons parler. Parce qu'avec tout cela en tête, il n'est vraiment pas surprenant que Frederick se soit intéressé à l'hôpital d'État de Bridgewater. Ce lieu a une histoire longue et un passé troublé. Il a été fondé en 1855, et pendant tout ce temps, personne n'avait vraiment documenté ce qui se passait réellement derrière ses portes. 1 an avant le tournage, Wiseman a contacté le directeur de l'hôpital. Ils ont fixé des conditions sur la façon dont Frederick tournerait le documentaire, mais il a globalement obtenu l'autorisation de le réaliser. Cela deviendra plus tard un point de discorde majeur que nous évoquerons après le film, mais pour l'instant tout avançait rapidement. Frederick réunissait du matériel, se procurait de la pellicule et collaborait avec l'anthropologue et cinéaste reconnu John Marshall, présent pour filmer et enregistrer pendant que Frederick dirigeait le documentaire. Au printemps de 1966, le duo est entré dans les lieux pour la première fois, et pendant les 29 jours suivants, ils ont tourné 80 000 pieds de pellicule, analysé chaque recoin du bâtiment, et après 1 an de montage, Frederick Wiseman est revenu avec le documentaire suivant de 84 minutes. Voici comment il se présente. Au début, un groupe d'hommes se produit sur scène. On remarque vite qu'il ne s'agit pas d'une performance professionnelle, car beaucoup d'hommes semblent pas en mal à l'aise, ne sachant pas vraiment quoi faire. C'est parce qu'il s'agit des patients de l'hôpital qui se produisent lors d'un spectacle de talent appelé Titicut Follies. C'est intéressant car, comme dit, Wiseman donnera ensuite à ses projets des noms très explicites, mais celui-ci demande du contexte et comporte peut-être de l'ironie. Le nommer d'après le spectacle de talent, un moment léger du documentaire, alors que le film montre en réalité le pire de l'hôpital. Mais je m'égare.
Après la prestation, un homme en costume, sans doute le directeur, monte sur scène et raconte une blague aux patients. C'est une introduction assez joviale, honnêtement. La foule rit et applaudit. Malgré quelques moments gênants, l'ambiance reste plutôt bonne. Mais bien sûr, nous savons que cela ne va pas durer longtemps. On passe à une scène déchirante. Une série de patients différents passant par ce qui ressemble à un processus d'admission à l'hôpital. Ce n'était pas bien organisé. Beaucoup de patients sont simplement étendus un peu partout, sans but, leurs vêtements sont retirés et on leur donne des uniformes identiques à des métiers à porter. C'est un système déshumanisant qui laisse de nombreux patients attendre leur tour, alors qu'ils restent là, complètement nus, dans un couloir froid et vide. Ce qui se passe ensuite semble être une sorte d'entretien avec le patient, qui a commis des actes vraiment horribles. Il l'admet à un médecin qui, je suppose, l'évalue, même si c'est peut-être exagéré. Il fume, évite souvent le contact visuel, interrompt beaucoup le patient et pose des questions qui semblent inappropriées. Il ne semble pas qu'il fasse beaucoup de progrès, et si c'est l'un des principaux médecins de l'établissement, on peut dire que les patients sont en difficulté. Je veux dire à ce sujet, Il ne pourra pas non plus. embrasser non plus. La nouvelle, qu'un groupe vienne, nous rendrons le second tome. Ah, femme aux longs cils, tu t'intéresses aux grosses poitrines ou aux petites poitrines? Ça coupe entre l'entretien et le processus d'admission, puis on voit un patient être envoyé dans une cellule. Ses cheveux ont été rasés, il est dépouillé de ses vêtements et le garde qui l'accompagne fume aussi. On entend « Y en a-t-il une de libre ?» ce qui suggère qu'on ne l'emmène pas dans sa propre cellule, mais dans une choisie au hasard. Séquence simple mais très efficace. Le patient n'a pas de vêtements, on lui a retiré une grande partie de sa personnalité et il se retrouve maintenant seul et nu dans une cellule vide, regardant par une fenêtre grillagée entouré de gardiens qui le maltraitent. Il y a des parties de ce documentaire qui sont nettement plus troublantes au sens littéral, mais c'est l'un des moments les plus poignants du documentaire et c'est un véritable signe de ce qui va arriver. Les 5 prochaines minutes du documentaire sont assez calmes. On voit des plans de la cour, un spectacle déprimant où il ne se passe rien. On voit ensuite un homme chanter devant une télévision, l'un des rares moments vraiment agréables du film. Il connaît toutes les paroles et aime chanter, parfois juste en écoutant la mélodie. Malheureusement, ces moments agréables sont brefs, car ensuite les gardiens sortent les patients de leurs cellules pour les nettoyer. Ironiquement, le processus est désordonné. Les patients sont à nouveau complètement nus, sortis de leurs cellules et parfois allongés par terre pendant qu'ils attendent que leurs cellules soient nettoyées. On leur parle aussi sans respect. C'est particulièrement visible avec un patient, Jim, traîné au sol pour être rasé. En chemin, il est giflé, on lui pose à plusieurs reprises des questions auxquelles il ne connaît pas la réponse, et on se moque de lui. Il est ensuite rasé à la hâte et ramené dans sa cellule vide, qui ne contient même pas de lit. Il a clairement besoin d'aide thérapeutique et psychologique, mais on lui donne littéralement le contraire, avec un gardien en particulier qui l'antagonise en permanence. Ensuite, une discussion générale s'engage entre les gardiens, puis le directeur revient sur scène pour chanter une deuxième fois avec une autre personne, détenue ou gardien. C'est difficile à dire et je ne trouve pas grand-chose sur cette scène en ligne, mais c'est assez étrange de voir le directeur s'amuser autant sur scène. Après toute la violence émotionnelle et psychologique vécue, la dynamique et l'énergie initiale ont totalement changé. Nous sommes désormais dans un monde différent. 35 minutes après le début, un patient se dispute à nouveau avec le même médecin. Il semble désireux d'expliquer au médecin qu'il va bien et qu'il n'a pas besoin du même médicament ou traitement que les autres patients. Le médecin ne semble pas vraiment écouter, malgré le fait que l'homme dise que le médicament le rend pire et le détruit. Mais je n'ai jamais été dans un hôpital psychiatrique. Personne n'a pensé que je devrais y être. J'utilise vos mots.
Vous m'avez regardé et vous me dites que je suis un paranoïaque schizophrène. Comment le savez-vous? Parce que je parle bien? J'assume ce que j'ai fait. Tu passes les tests psychologiques, j'ai fait ça? Comme les tests qui me demandent combien de fois je vais aux toilettes. Est-ce que je crois en Dieu? Je veux dire, jusqu'où peut-on aller dans le ridicule? C'est un bon exemple du patient qui est ignoré même lorsqu'il semble aller bien. Cet homme a présenté plusieurs bons arguments ignorés par le médecin et on lui a même dit qu'en retournant en prison, il serait presque aussitôt transféré à nouveau. Ensuite, un homme se plaint face caméra de la guerre, de la politique et du communisme. Il reste cohérent, articulé et attire une foule nombreuse. Il débat avec un autre patient dans la cour plusieurs minutes. Environ 45 minutes après le début du documentaire, on voit le même médecin que l'on a vu tout au long du film en train de vérifier l'état d'un patient. Il ouvre la petite trappe de leur porte et leur demande froidement comment ils vont et s'ils ont mangé. Après que le patient ait répondu non, le médecin décide d'appeler quelqu'un et lui demande d'apporter le tube. À en juger par le ton, cela semble être un processus assez banal, mais c'est tout sauf ça. Il sera difficile de vous montrer la séquence suivante, mais je vais faire de mon mieux pour la décrire et je vous montrerai ce que je peux. Le patient émacié s'était conduit à une table voisine. Il n'a pas mangé depuis 3 jours et paraît mince et fragile. Il est attaché sur une table et un long tube est inséré dans son nez. Le médecin, qui fume également en faisant cela, met de la nourriture dans le tube qui coule dans le nez du patient et finit par descendre dans sa gorge. Le documentaire alterne entre ce patient nourri de force et des images encore plus troublantes. Un homme prépare un cadavre pour des funérailles. Au début, on ignore de qui il s'agit, mais on comprend vite que c'est le même homme nourri de force. Le processus de préparation du cadavre est ironiquement beaucoup plus calme et paisible. C'est quelque chose que Wiseman a d'ailleurs commenté après coup, lorsqu'il a dit qu'il avait été mieux traité dans la mort que dans la vie. Plus tard, Wiseman a d'ailleurs dit qu'il regrettait d'avoir monté ces 2 éléments de cette façon, que ce n'était pas nécessaire. Mais je pense que cette citation est précisément la raison pour laquelle c'était si efficace, parce que c'est un sentiment très vrai et effrayant. Visiblement, le gavage de cet homme a échoué. Peut-être qu'ils auraient pu essayer une autre méthode ou réellement tenter de lui apporter l'aide dont il avait besoin, mais cela n'a jamais vraiment été envisagé. Condamnés dès le début, et comme l'a dit Wiseman, seule la mort les a poussés à le traiter décemment. Après cette séquence troublante, on enchaîne avec une fête d'anniversaire un peu déconcertante. On voit un patient souffler des bougies, des infirmières servir du gâteau et le directeur chanter. À ce stade, son chant paraît presque sociopathe. Maintenant que nous avons tout le contexte de la noirceur et du côté troublant de Bridgewater, le voir joyeux et heureux ne nous donne plus l'énergie légère que cela procurait au début. Sa personnalité paraît de plus en plus étrange à mesure que les couches de l'hôpital sont dévoilées. Après cette scène, le patient qui se disputait plutôt avec le médecin plaide à nouveau sa cause. Au fil de la conversation, nous découvrons que Vladimir devait seulement être observé à l'hôpital, mais ils ont choisi de le garder. Encore une fois, les médecins rejettent cela. Finalement, ils l'interrompent pendant qu'il parle et le ramènent dans sa cellule. Si je vois suffisamment d'amélioration chez vous, Comment puis-je m'améliorer si je vais de plus en plus mal? Je vous dis chaque jour que mon état empire à cause des circonstances et de la situation. Maintenant, dites-moi comment je peux, jusqu'à ce que vous voyiez une amélioration. À chaque fois, je vais de plus en plus mal. Donc, évidemment, c'est le traitement que je reçois, ou la situation, ou l'endroit, ou les patients, ou les détenus. merci père, non. Non, je veux dire... Eh bien, je pense que ce que nous devons faire avec lui, c'est augmenter la dose de tranquillisant et voir si nous pouvons mieux contrôler les éléments paranoïaques et voir si nous pouvons le remettre sous médication s'il en prend suffisamment, et je ne suis même pas sûr que ce soit le cas. Comme vous pouvez le voir, ils associent en fait ces plaintes et frustrations à de la paranoïa. Et à cause de cela, ils augmentent maintenant sa médication de tranquillisant pour essayer de le calmer. D'autres facteurs peuvent expliquer cela, mais selon les 2 conversations observées, cette décision ne paraît pas judicieuse et pourrait illustrer un mauvais diagnostic et une surmédication des patients, ce qui semble déjà s'être produit et pourrait être le cas ici. Environ 1h10 après le début du documentaire, nous voyons une myriade de séquences différentes. Nous voyons d'abord un patient prendre un bain, puis retourner dans sa cellule et crier.
Nous voyons ensuite un groupe de patients dans un espace commun. Les patients sont étendus un peu partout et ils ne font pas grand-chose, mais dans ce même espace, nous voyons un prêtre célébrer une sorte de cérémonie religieuse sur un patient. Il pourrait s'agir d'une confession ou peut-être d'une forme de thérapie, mais il se peut aussi que ce soit un patient mourant recevant les derniers sacrements. C'est difficile à dire, mais il y a quelque chose d'un peu étrange et dérangeant, ce qui me pousse à croire qu'il s'agit plutôt de la seconde option. Après cela, nous entrons dans les 2 dernières séquences qui sont assez profondes. On voit un corps sortir de la morgue et être placé dans un cercueil. Le cercueil est mis dans une voiture et conduit vers un cimetière voisin où des funérailles improvisées ont lieu avec plusieurs employés de l'hôpital. C'est un processus rapide qui finit soudainement, avec un dernier plan du cercueil seul au cimetière. Nous voyons ensuite la séquence finale, qui est à nouveau une scène du concours de talent. Au début, j'ai dit que cela ressemblait presque à un événement jovial, mais à ce stade, cela semble juste être une petite distraction face à une réalité très dure. Peut-être que Titicut Follies n'est qu'un exemple de ce que l'on veut que le public pense de l'hôpital, alors qu'en réalité, la plupart des patients partiront ainsi. La seule personne qui semble vraiment s'amuser est le directeur, qui à ce stade ressemble à un dictateur orwellien plutôt qu'à quelqu'un qui est réellement là pour aider les patients. Enfin, le film passe au générique et sans aucune musique en fond, nous quittons le documentaire dans un silence complet. Quand j'ai commencé à regarder ce film, j'en avais une perception différente. Je croyais que ce serait plus dur à regarder à cause de la violence physique et du tourment mental enduré par les patients. Mais en réalité, c'est difficile pour une autre raison. Ce documentaire montre un soi-disant hôpital indifférent à ses patients, en les ignorant, les déshumanisant et ne s'en souciant vraiment qu'après leur mort. Ce qui est inquiétant, c'est que le directeur, les employés et tout le personnel savaient que Wiseman et John Marshall allaient vraiment filmer là-bas pendant 1 mois, ce qui me fait penser qu'on leur a sûrement demandé de bien se comporter. C'est une pensée troublante. J'ose à peine imaginer comment les patients étaient traités hors caméra. Wiseman a récupéré les 24 000 mètres de pellicule enregistrés. D'après mes calculs, il avait probablement environ 40 heures de séquences à condenser en un documentaire de 83 minutes. Donc le processus allait prendre du temps, environ 1 an pour être exact. Le projet devait sortir en 1967, mais après le montage par Wiseman, de nombreux problèmes sont survenus. Il a été initialement présenté au Festival du film de New York, mais juste avant cela, le gouvernement du Massachusetts a tenté de le faire censurer, affirmant qu'il violait les droits à la vie privée et à la dignité des détenus. Wiseman avait toutes les autorisations pour lancer ce projet et, comme dit précédemment, il avait étudié le droit dans l'un des collèges les plus prestigieux du pays, comprenant donc bien ses droits légaux. Cela n'a pourtant pas empêché l'État de faire tout son possible pour arrêter toute production de ce documentaire. Ils n'ont peut-être pas réussi à empêcher le film d'être projeté au Festival du film de New York, mais en 1968, ils ont poursuivi Wiseman en justice et après 18 jours, un juge de la Cour supérieure nommé Harry Callis a déclaré que le film devait être retiré et il voulait que chaque copie du film soit complètement détruite. Il l'a qualifié de cauchemar obscène et ne voyait aucune valeur dans ce projet. Wiseman a contesté la décision et a fait appel à la Cour suprême du Massachusetts, qui a permis la projection du film à des fins éducatives, autorisant parfois médecins, professionnels de santé et étudiants à le voir. Évidemment, c'était un cas extrême de censure, mais cela a évité la destruction totale du film. Malheureusement, il est assez évident que si Wiseman n'avait pas compris la loi aussi bien qu'il l'a fait, ce documentaire aurait probablement été complètement effacé de l'histoire. Pendant plus de 20 ans, la situation n'a pas changé. Le film a été à peine vu par qui que ce soit, et il est devenu un exemple du pouvoir de l'État et de la véritable ampleur de la censure. Wiseman a tenté de faire appel de cette censure devant la Cour suprême des États-Unis, mais celle-ci a refusé d'examiner l'affaire. C'était une cause perdue qui semblait ne pas pouvoir être sauvée. Derrière cette censure se cache une réalité dure. Ce documentaire aurait pu changer les choses, car l'hôpital d'État de Bridgewater a empiré après 1967. La même année, Albert de Salvo, également connu sous le nom de l'étrangleur de Boston selon ses propres aveux, a été admis à l'hôpital, mais il a rapidement réussi à s'évader avec 2 autres détenus, affirmant qu'il avait fait cela parce que les conditions étaient si mauvaises qu'il voulait s'évader pour attirer l'attention sur ce qui se passait dans l'hôpital. Il s'est rendu 3 jours plus tard et a été envoyé dans une prison de haute sécurité. On pourrait penser que cela changerait potentiellement les choses lorsqu'on a supposément l'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire américaine qui se lance dans une campagne pour réformer l'hôpital.
En réalité, cela a empiré la situation. L'hôpital a accru la sécurité, traité les patients avec plus de suspicion et pendant 20 ans, il a connu une période d'abus difficile à évaluer, car beaucoup se passait à huis clos. Voici tout de même un aperçu chronologique de ce qui s'est passé durant ces années. 1968. Un an après la sortie prévue du documentaire, une enquête a été lancée sur les prisonniers oubliés. Cela désigne les hommes présents depuis bien plus longtemps que leur peine initiale. C'était une tendance récurrente. De nombreux hommes de l'hôpital auraient dû être libérés depuis longtemps. Il est probable que certaines des personnes dans le documentaire n'auraient en même pas dû être là à l'origine. Ils ont enquêté sur plus de 250 cas de ce genre, et il s'avère que des dizaines de prisonniers auraient dû être des hommes libres des années avant cette enquête. Un incident a impliqué Charles, envoyé là en 1910 pour effraction. Il était encore à l'hôpital 50 ans après sa date de sortie prévue. Il a passé toute sa vie ici car personne ne s'est soucié de vérifier sa peine. Bien sûr, pour beaucoup de ces patients, ils n'avaient pas la capacité mentale de comprendre ou de combattre cette injustice eux-mêmes, et ils n'ont jamais eu non plus l'assistance juridique appropriée pour s'y opposer. En 1972, John Boone, commissaire au service correctionnel, ordonne la fermeture partielle de l'hôpital pour permettre des réparations du bâtiment. À l'intérieur, ils ont trouvé des blocs cellulaires vieux de près de 100 ans, à peine nettoyés, sans toilette. Les murs en briques n'avaient aucun rembourrage. Le système d'égout fonctionnait à peine et produisait de l'eau sale, et beaucoup de patients n'avaient pas de lien pour dormir. Bien sûr, nous connaissons déjà toutes ces informations parce que nous avons vu ces cellules et ce bâtiment dans le documentaire que nous venons de regarder. Tout cela a été enregistré 6 ans auparavant, mais comme le public n'a jamais pu le voir, il n'y a pas eu de tollé et rien ne s'est passé pendant des années. Ce n'était qu'une petite partie du bâtiment et le reste du bâtiment est resté en mauvais état pendant des années après cela. 1975. Le Harvard Crimson fait un reportage sur l'hôpital et évoque le fait que beaucoup de ces soi-disant médecins n'ont en réalité aucune expérience médicale, ce qui explique pourquoi beaucoup d'entre eux prescrivent une multitude de médicaments qui ne font qu'aggraver l'état des patients. Un détenu dit « Beaucoup de gars intelligents viennent ici, prenant des médicaments et deviennent amorphes alors qu'ils pourraient accomplir des choses. Certains d'entre eux ne repartent jamais. » En 1978, Nathaniel Bar-Jonah est hospitalisé pour tentative de meurtre. Moins de 15 ans plus tard, il a été libéré après que les tribunaux ont estimé qu'il ne représentait pas une menace pour la société. Jonah a admis avoir des fantasmes violents à plusieurs médecins à Bridgewater, mais rien de tout cela n'a été révélé aux tribunaux. Après sa libération, il a agressé, violé et peut-être tué plusieurs enfants. 1981. Tom Ryan publie Screw, le point de vue d'un gardien sur l'hôpital d'État de Bridgewater. Comme son titre l'indique, ce livre a été écrit par un ancien gardien ayant travaillé 18 mois à l'hôpital. Il détaille des abus atroces, notamment des gardiens qui montaient les patients les uns contre les autres dans la cour pour leur propre amusement. Ce témoignage est nettement plus direct que le documentaire, car les gardiens ne faisaient pas semblant d'être gentils devant les caméras. Ils ne pensaient pas qu'on écrirait un livre sur eux, ce qui montre à quel point ils étaient vraiment abusifs. 1987. Le New York Times publie une enquête sur l'hôpital après la mort de 8 patients en l'espace d'1 an. Certaines de ces morts ont eu lieu dans des circonstances suspectes. Un avocat nommé Stefan Schwartz, représentant l'une des familles qui poursuivait l'hôpital en justice, a même parlé directement du film. Ila Shiokuro a évoqué le patient qu'il représentait, précisant qu'il avait été attaché 2 mois et demi, soumis à 6 médicaments psychiatriques et à des doses dangereuses et était mort étouffé, incapable d'avaler sa nourriture. Il a ensuite affirmé qu'il existait un lien direct entre la décision de ne pas diffuser ce film publiquement et la mort de son client 20 ans après, ainsi que celle d'autres personnes entre-temps. Après Titicut Follies de M. Wiseman, la plupart des grands hôpitaux psychiatriques du pays ont été fermés ou réduits par décision de justice. Le film aurait peut-être aussi influencé la fermeture de l'établissement présenté, mais bien sûr ce n'est pas le cas, car il n'en a jamais eu l'occasion. C'est en quelque sorte le dernier clou dans le cercueil qui confirme que ce film aurait vraiment pu changer les choses, mais la censure a détruit toute possibilité qu'il avait de le faire. C'est déprimant de regarder en arrière sur cette chronologie et de réaliser combien de ces mêmes choses ont été enregistrées par la caméra. Un juge de la Cour supérieure connu sous le nom d'André Meyer a finalement autorisé la sortie complète du projet en 1991, 2 décennies et demie après son enregistrement. Même alors, il a fallu inclure une note indiquant que l'hôpital avait apporté des améliorations depuis l'enregistrement du documentaire.
Un ajout mineur, mais cela a dû paraître comme une gifle de devoir obéir une dernière fois à l'État, celui-là même qui a longtemps censuré ce documentaire. Même ainsi, c'était trop peu, trop tard. Le film a peut-être été accessible au public, mais pendant 2 décennies et demie, il n'a existé que dans l'ombre, tout comme les crimes et les actes horribles qui ont été commis dans cet hôpital. Je pense qu'il est juste de dire que la plupart des personnes présentées dans le documentaire sont décédées à ce stade, et que beaucoup d'entre elles sont probablement mortes dans cet hôpital. Frédéric Wiseman, toujours parmi nous à 93 ans, continue encore. Il a aussi réalisé et sorti en 2022 le film Un couple. C'est incroyable de penser que Titicut Follies a été le début d'une carrière aussi longue et illustre, remplie de projets remarquables, et pourtant tout a commencé avec quelque chose qui était loin d'être célébré. Un documentaire qui a été réduit au silence de façon inimaginable. C'était sans doute son chef-d'œuvre, mais il est resté dans l'ombre. Si l'État avait écouté son histoire, tout aurait pu être différent. Au lieu de cela, il est resté silencieux. Un crime plus grave que tout ce dont nous avons parlé.